Bonjour à tous et bienvenue dans notre live hebdomadaire du Club Univers VO. Il est 11 heures, nous sommes vendredi et on termine la semaine comme d'habitude avec un peu de réflexion sur notre métier, le métier qu'on adore du remarketing automobile. Et aujourd'hui, on accueille Vincent Lemont. Vincent, bonjour et merci pour le temps que tu nous accordes. Bonjour à tous, très heureux de participer à ce live. Plaisir partagé. Et on a plein de belles choses à parler. On va parler d'un métier qui est celui du car trading et de la veille, comme on en parlait, d'approvisionnement sur le marché européen. Thibaut, cher associé, comment allez-vous, très cher? Salut Julien, écoute, ça va bien. J'ai l'impression que tu t'es peigné avec un râteau ce matin. Que j'ai des petits soucis Oui, de. avec tout un tas de choses. C'est ça. Je ne vais pas faire de mauvaises blagues sur Non, capillaire, Thibaut, parce non, que non, non, fais pas de Vincent mauvaise prendrait une blague. balle perdue, ce ne serait pas gentil. Moi, Mais ouais, parfois, on peut faire quelques excentricités capillaires quand on peut le faire. Voilà, très cher. Ça, c'est pour toi. Alors, du coup, revenons à notre sujet. Le sujet, c'est l'art du sourcing VO en Europe. On se posait la question avec Thibaut et quelques-uns des acteurs de la communauté sur les opportunités qui existaient encore en Europe sur le sourcing de véhicules d'occasion. Et c'est pour ça qu'on a pensé automatiquement à Vincent. Vincent, membre de la communauté, membre du club Univers VO, qui a comme profession de sourcer, de travailler, d'être un intermédiaire aujourd'hui sur l'achat de véhicules. Ton périmètre, ta zone de jeu, ta zone de chasse, c'est quoi? C'est l'Europe de l'Ouest? C'est les... sur alors, quel territoire tu joues? ma zone de chasse, c'est l'Europe, l'Union européenne, hein, donc on va dire 15 pays, sachant que ces derniers temps, vu que je suis indépendant, donc je suis tout seul, je ne peux pas forcément veiller sur toute l'Union européenne. Donc ça s'est réduit, on va dire, à le Benelux, la France forcément, et Bien à sûr. celui de la Scandinavie toujours, hein. Bien sûr. Bon, écoute, déjà, de nous, ça nous donne un bon paramètre, mais ce qui est génial avec toi, c'est que, comme on le disait en off, on va pouvoir prendre un peu de hauteur et un peu de distance sur notre marché franco-français pour s'intéresser un peu à ce qui se fait ailleurs et ce qui peut nous faire rayonner également, parce que c'est toujours dans l'intérêt de la communauté et dans l'intérêt du développement du business de notre communauté. Donc, la première question que je te pose, Vincent, c'est, selon toi, quel est ton point de vue sur la période et d'abord le marché VO français? Qu'est-ce que toi, tu observes dans le comportement des professionnels aujourd'hui? Alors au niveau de la période, je dirais qu'on est sur une période un peu de rétablissement des schémas qu'on connaissait un peu d'avant-crise. Donc avec un marché qui va plus vers l'offre que sur la demande, ce qui a forcément l'effet que les prix baissent. Euh, mais au niveau de la période au global, on est plutôt sur une période positive, je dirais. Les retours que j'ai de mes partenaires et des marchands avec lesquels je travaille, c'est que la dynamique est plutôt positive. On retrouve un peu plus de trafic sur les sites, même si on est loin des niveaux qu'on a connus avant la crise et qui a on va dire, on est plutôt prudent, mais il n'y a pas d'euphorie, mais on est plutôt satisfait. On voit que les prix baissent. On voit que les prix baissent. Est-ce que toi, tu penses quand même que la baisse de ces prix, qui ne sont pas non plus, c'est pas une baisse extraordinaire. On n'est pas non plus Non. sur les niveaux de 2019 où les voitures étaient. Quand on pense au prix 2019, on a l'impression que les voitures étaient données à l'époque. C'est Non, vrai. mais vraiment, hein. C'est vrai. vraiment, je vois les écarts de prix face aux différents indicateurs qu'on peut suivre avec Thibaut. Il y a vraiment une belle marge, une belle truc. Toi, tu penses quand même que les volumes vont remonter ou qu'on va encore continuer à travailler les marges, comme certains de nos autres interlocuteurs ont pu le dire, en disant c'est toujours sur les marges qu'on va devoir travailler parce qu'on ne récupérera pas les volumes d'antan. Alors, les volumes, moi, je pense qu'ils vont continuer d'augmenter ou Ok. devraient augmenter parce qu'on le voit sur les flux qu'il y a un peu partout en Europe de véhicules. On voit quand même qu'il y a des listes de plus en plus importantes qui transitent, des flux de véhicules de plus en plus importants qui transitent. Et je pense qu'au niveau des volumes, on va continuer d'augmenter. Les usines tournent de nouveau, ça reproduit beaucoup, donc on va retourner sur des volumes qu'on connaissait avant la crise, je pense aussi. Ah oui, quand Génial. même. Ouais, Ah, bah oui, ouais, des c'est volumes. l'objectif. Ah oui, mais c'est l'objectif. Mais Mm. comme on est quand même aussi dans une transformation de la mobilité, qu'il y a plein de messages qui passent partout, que ce soit en France ou partout en Europe, on aurait pu imaginer que revenir à des volumes d'avant-crise pouvait être un peu plus tangible. Mais bon, tant mieux, hein, tant mieux. C'est bon pour le marché si on y arrive.
Ouais. Après, l'évolution de la mobilité, elle a pris un coup de frein quand même, parce que l'évolution de la mobilité, c'est toujours l'électrique. Et Ouais. l'électrique a pris un gros coup de frein, notamment en Allemagne, qui est un des pays qui devait être le pays précurseur de l'électrique en Europe, et qui, là, c'est au point mort. Hein. Tiens, tu l'as avancé. Tu parles de l'Allemagne. Profitons, comme on l'a dit en introduction, de ta vision européenne. Qu'est-ce que tu observes sur les autres marchés? Tu parlais donc des difficultés du VE en Allemagne, au final d'un des pays qu'on pensait, comme tu le disais, précurseur. Qu'est-ce que toi, tu observes dans les différents pays européens? Comment se portent les différents marchés? Comment tu sens les choses? Alors, au niveau européen, le marché enfin, dans les différents pays européens dans lesquels je travaille, les marchés sont un peu similaires au niveau de la dynamique que la France. C'est-à-dire on retourne sur des choses plus intéressantes, il y a plus de trafic, il y a plus de transactions. J'ai regardé un peu les chiffres de début d'année. Par exemple, en Allemagne, il y a plus de 10% ou 13% de transactions VO par rapport à l'année dernière, à la même période. Donc, on voit quand même qu'il y a une dynamique positive. C'est la même à peu près dans d'autres pays, comme le Benelux, par exemple, la Scandinavie, pareil. Donc, on est sur des schémas similaires à ceux du marché français. Maintenant, on remarque, et ça, c'est pas une nouveauté, c'est que c'est porté aussi par un revival des motorisations thermiques. Hein. Donc, il y a de plus en plus de transactions sur le thermique, notamment sur le diesel. L'éternel diesel, jamais mort. Il est dans les cordes. Il en prend de toutes parts. Et tel Mohamed Ali, crochet du gauche, crochet du droit, fin d'histoire. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Il est toujours là, il va rester là. Et quand on parle de l'Allemagne, justement, en début d'année, le boss de Mercedes a annoncé qu'il allait continuer de produire des thermiques bien au-delà de 2035. Alors qu'ils ont mis quelques milliards dans l'électrique, tu le disais toi-même, les Allemands qu'on annonçait précurseurs ont mis quelques milliards dans l'électrique pour dire le diesel, c'est pas si mal. Voilà, ouais, bon, au final, c'est là qu'on voit que personne ne sait où ça va, et on essaye un peu de surfer sur les vagues du moment, quoi. C'est ça. On est plein d'incertitudes quand même, hein, c'est vrai. Ouais. Alors juste pour info, en France, le diesel dans les transactions d'occasion, c'est toujours quasiment 50% du business. Hein. Je crois que tu avais mis 48 sur les chiffres NGC Data, on était à 48. On a 48. Ce qui est énorme parce qu'avec Thibaut, on avait annoncé, on avait regardé les chiffres à 4-5 jours avant la fin du mois et on n'était pas encore à ce niveau-là pour les diesels, les annonces des différentes transactions, etc. C'est-à-dire, c'est quand même hallucinant comme on est capable d'accélérer très vite. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un indicateur de la force d'une motorisation, de pouvoir accélérer sur les ventes quand on en a envie et besoin. Ça veut dire que la clientèle réagit vite. Si on fait les bonnes propositions, ils sont capables de prendre la décision. Ouais, et puis le thermique, c'est 88% en France sur l'occasion. 88%. Hein. Et l'électrique, c'est à peine 2%. Quoi. Alors, dans le thermique électrique, c'est véhicule électrifié, Thibin. Ça veut dire que ça prend. Non. Juste l'électrique, c'est 2%. Si on prend les hybrides, on est à 7, 8, on est à peu près 10% total. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça prouve, comme tu le disais, Vincent. D'ailleurs, on peut faire le petit. On est obligé d'en parler maintenant, c'est devenu une tradition. Le véhicule électrique redevient toujours une question d'un moment dans les débats. Donc, toi, tu l'as annoncé. En Allemagne, recul. En France, Thibaut vient de le dire, 2% des véhicules full électriques. Voilà, on est encore loin. En occasion, hein. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, on parle de cela. Et en réalité, quand on parle de cette pénétration espérée par beaucoup et d'autres très sceptiques, on voit que ça bloque encore. Ça bloque. Sur le VO, on peut comprendre qu'il y a ces écarts de prix. Moi, tout ce qu'on retient de la distribution, c'est de dire on n'a pas encore cette rupture technologique, on n'a pas encore cet accès au prix du véhicule full électrique qui permet d'être compétitif par rapport au véhicule neuf. Mais il n'y a peut-être pas aussi que cela. Il y a peut-être aussi un manque d'appétence, un manque de volonté aussi du marché sur ces véhicules. Ouais, n'oublions pas, pardon, je complète, mais n'oublions pas aussi que, en tout cas en France, mais je pense que c'est pareil dans les autres pays européens, c'est un marché qui est, l'électrique, je parle de l'électrique, hein, qui est aussi un peu dopé par la volonté du législateur. Quoi. On voit bien, dès qu'on commence à mettre des primes, les volumes augmentent. D'ailleurs, Vincent, à ce niveau-là, comment ça se passe en Allemagne et en Belgique, dans les pays que tu maîtrises bien, il y a aussi ce boost d'État ?
Alors, moi, je vais parler de l'Allemagne très concrètement, Ouais. parce que c'est le pays dans lequel j'habite, donc je connais très bien le marché. C'est un marché qui a été subventionné, on va dire, à mort de tous les côtés, donc que ce soit par l'État, par les concessionnaires, enfin par les constructeurs eux-mêmes. Donc, il y avait des subventions complètement folles qui ont baissé au fur et à mesure des années, forcément parce que ça coûte cher de subventionner une mobilité comme ça. Et il y a eu un gros coup d'arrêt fin décembre, car l'Allemagne est comme comme beaucoup de pays en Europe, il y a des restrictions de budget. Et donc l'État, mi-décembre, a décidé d'arrêter complètement les subventions. Donc, en dernier lieu, il y avait des subventions entre 4 et 6 000 euros, je crois. Donc, c'est, on va dire, sur une grosse BMW ou Mercedes qui vaut 120 000 euros, c'est pas vraiment ça qui va faire pencher la balance ou la décision d'achat. Mais voilà, c'était quand même un appât pour les clients. À partir du mois de décembre, donc quand l'État a décidé d'éliminer, enfin de supprimer cette subvention, la mobilité, enfin, les achats ont complètement stoppé. Donc voilà. Après, comme je dis, en Allemagne, on a des constructeurs premium qui proposent beaucoup de véhicules très chers. Donc du premium, des véhicules avec un certain prix. Et là, on voit que c'est pas forcément seulement le prix qui freine les gens. Il y a beaucoup d'autres choses. On va pas ouvrir le débat complet sur le véhicule électrique, mais en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui se posent la question du bilan énergétique, du bilan global. Faut savoir qu'en Allemagne, on n'a pas de centrale électrique. C'est ce que j'allais dire. Le bilan, il est forcément faussé de par la production énergétique allemande qui est très polluante avec le charbon, etc. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a plus d'énergie atomique. Ça a été supprimé par le gouvernement. Il y a le revival des centrales de charbon parce qu'ils essayent de faire le lien avec le 100% vert, donc éolien et puis solaire. Mais ça suffit largement pas à compenser les manques. Donc, beaucoup de gens en Allemagne se posent aussi la question, j'achète un véhicule électrique, mais au final, c'est des centrales à charbon qui continuent de tourner. Donc, il y a aussi cette acceptance-là qui freine. Bien sûr. Et au final, le souffle, on va dire, positif qu'il y avait autour de cette énergie électrique, enfin de cette mobilité électrique, est en train de mourir. Et je suis très curieux de savoir comment ils vont justement générer un second souffle. Ouais, ça c'est exactement ça. C'est le marché électrique. Moi, je n'ai pas la dimension en train de mourir, mais tu as tout à fait raison. Pour moi, ils sont, tu sais, comme dans le marathon, 30e kilomètre, tu as le mur. Voilà. Ils sont dans le mur, ils ont mal. Ouais. La question, c'est auront-ils les jambes pour terminer? Comment vont-ils relancer? C'est exactement ça. Aujourd'hui, le marché de l'électrique, il est dans le mur et ils ont besoin de ce second souffle. Et la question, c'est comment vont-ils faire? Tesla et d'autres acteurs, mais on le voit avec la perte. Attendez, je termine mon truc, mais Tesla a dit c'est le prix. Eux, ils ont dit on baisse les prix. Effondrement de chez eux, la marge, ils perdent de l'argent. Les actions. La cotation en bourse se casse la gueule. Pas bon choix. Après, tu as d'autres acteurs du marché comme Fisker qui revient pour la 3e fois. Il tombe. Allez hop, ça part. Tu es là, tu te dis, purée, mais même ce marché, les marques qui portent ce marché, prennent quand même des gifles régulièrement qui créent cette espèce de, au-delà de l'incertitude et du scepticisme qu'on peut avoir, ça rajoute ça. Les marques sont pour l'instant pas crédibles. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de jeu. Il y a un qui a un bâton de sorcier qui dit un jour ça coûte 55, le lendemain ça vaut 45. Alors le mec a payé 55, il est de bonne humeur. Lui, hein. Quand le lendemain on lui dit la même bagnole coûte 45 000 euros, il dit super pour la valeur résiduelle et le truc, je suis vraiment un pigeon. Et tu en as d'autres qui disent achetez, tu passes commande, tu dois être livré au mois de novembre et on t'annonce que la boîte elle a coulé. Voilà. Donc il y a quand même ce truc de comment les historiques qui vendent cher leur voiture électrique quand même vont faire pour apporter ce second souffle parce que force est de constater que pour l'instant ça passera par eux. Ça passera par eux. Donc il faut qu'ils apportent quelque chose de nouveau. Mais toi, comme tu le dis, et ce qu'on observe nous, c'est mais c'est le thermique qui est en train de porter ces mêmes acteurs aujourd'hui, quoi. Donc, le second souffle, est-ce qu'il va passer par 100% hybride et on va abandonner le full électrique, ce qui est peut-être l'avenir. L'avenir, c'est plus de full électrique et c'est de l'hybridation un peu renforcée, 300 km d'hybridation, 300 km ou 400 km de thermique. On ne sait pas. Mais ce second souffle passera peut-être par une approche raisonnée.
Ouais. D'ailleurs, si je peux compléter, juste quand on regarde les statistiques, le marché qui explose vraiment, c'est justement, que ce soit en neuf ou en occasion, c'est l'hybride, hein, d'ailleurs, Bien sûr, bien C'est vrai. sûr. en C'est le France. marché Hein. de la raison. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais je pense que c'est là-dessus que tu fais les bons coups aussi aujourd'hui. Bah moi, mon opinion personnelle, c'est depuis le départ, c'est que l'hybride, c'est une bonne solution. Le full électrique, j'y ai jamais cru, mais après, c'est mon avis. Mais l'hybride, c'est une solution qui est vraiment assez, enfin, qui est très intéressante parce qu'elle permet justement de couvrir beaucoup de besoins et de baisser les taux de CO2 de manière considérable et quand même de répondre à toutes les problématiques du client particulier, notamment l'autonomie et combiné à des prix qui sont quand même raisonnables. Tu arrives à faire des belles marges, tu arrives à accompagner des belles marges sur l'hybride, ou alors comme c'est un marché où le véhicule est très friand, c'est plus sur le diesel aujourd'hui en Europe que tu vas aller te sourcer parce que c'est là-dessus qu'il y a de meilleures marges à faire. Bah, c'est vrai que là, en ce moment, le diesel, c'est vraiment les véhicules à marche. Hein. C'est clair. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est ce qui est recherché par tout le monde. On a beaucoup de demandes sur la motorisation. Mais là, je vais rien apprendre à tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai que c'est les motorisations qui sont les plus recherchées et de loin. Ok. Donc, moi, j'aimerais venir vite fait faire la transition sur la suite, parce que j'ai envie qu'on parle de existe-t-il encore un Eldorado? C'est un truc qui a été posé, je pense que c'est un gros intérêt pour ceux qui sont connectés aujourd'hui ou ceux qui nous verront en live. Mais j'aimerais qu'on vienne vite fait sur ton métier. Parce qu'on a abordé que tu étais intermédiaire. Qu'est-ce que le car trading? Qu'est-ce que toi, tu vas faire pour accompagner les acheteurs français, les approvisionneurs ou les distributeurs français dans leur recherche de matières à vendre en Europe? Alors, le car trading, comme le nom l'indique, dans trading, il y a donc c'est négociation, hein, donc c'est commerce, c'est achat-vente. Ce qui caractérise le car trading, c'est peut-être cet aspect dynamique et rapide. Donc, au final, c'est la mise en réseau. Donc, on a un réseau de fournisseurs, de marchands, de professionnels de l'automobile dans toute l'Europe. Et mon métier, c'est de filtrer les offres qui peuvent intéresser mon réseau. Ouais. Voilà. Donc, parce que des flux de véhicules, il y en a énormément. Il y a des flux de véhicules qui n'intéresseront jamais le marché français parce que la configuration du véhicule ou la motorisation est pour la France complètement obsolète. Donc, moi, au départ, j'essaie voilà, de mettre en réseau, de mettre en relation des fournisseurs et des clients en filtrant au départ des offres qui peuvent être pertinentes pour eux, que ce soit configuration, motorisation, prix. Et donc, je filtre tout ça et je les propose à mon réseau de clients. Donc, tu peux les accompagner en amont dans la recherche, en fait. C'est-à-dire que tu peux prévoir à 6 mois, 1 an pour parfois. Bien sûr. Alors, le problème de la recherche en amont, c'est que c'est toujours, on a toujours, par exemple, on parle du marché français, on a toujours le même type de recherche parce que le marché français est bien spécifique, comme d'autres marchés le sont aussi. Donc, tout le monde demande à peu près les mêmes types de produits. Au bout d'un moment, quand on a 3, 4, 5 retours de clients en France, on sait à peu près, OK, c'est dans cette direction-là qu'il faut que je recherche. Au final, c'est un processus dynamique. Ça change très rapidement et il faut être réactif. L'approche que tu vas avoir, par exemple, moi j'aimerais bien matérialiser un peu une approche. Tu vas avoir des clients qui vont te dire, moi j'ai besoin d'aller chercher des véhicules avec tel type de marge, j'ai besoin, ou alors ils vont te dire, non, moi j'ai tel type de clientèle, c'est tel type de produit, je préfère le volume. Je préfère la quantité à la qualité, peu importe, mais tu as ces deux recherches ou tu as plus la quantité quand même aujourd'hui qui est plus Non, j'ai la recherche aussi spécifique, même sur des véhicules individuels. Ça peut être… bon, c'est vrai que la problématique de volume, elle est surtout sur les marques qu'on connaît, donc du Stellantis, du VAG, des choses comme ça. Mais on a aussi des recherches qui sont assez intéressantes sur du premium, que ce soit de Porsche, BMW, Mercedes, des choses comme ça. Et donc, on essaie de marier les deux, de combiner les deux. Ouais, je vois. Bon, maintenant, on y arrive. La question, parce qu'on appartient, nous, alors, moi, ça ne se voit pas, à la différence de certains. Le temps passe, le temps, et on vieillit. Voilà. Mais bon, voilà. Faustine, voilà. Tu parles de Faustine. Et donc, du coup, la question, c'est, j'ai connu ces grandes périodes où, tu l'as dit en off d'ailleurs, et ton raisonnement, il est tellement réel, c'est
Aujourd'hui, le constructeur s'est structuré. C'est plus le même constructeur qu'il y a 15 ou 20 ans, et encore plus sur le VO. Et d'ailleurs, tu nous as indiqué, tu confirmeras ou pas, mais c'est que c'est partout en Europe. Et le VO intéresse tout le monde maintenant. Ouais. Et pour revenir là-dessus, existe-t-il encore des Eldorado, des pays pépites, où on peut faire venir des Super 8 tranquillement sous le manteau en disant « Oh tiens, c'est pas encore sorti vraiment chez nous, mais moi j'en ai déjà. Ouais. Est-ce que tu vois encore ces trucs-là exister, ou au contraire, ton métier a pris encore plus de sens parce que c'est très dur d'aller chercher la pépite? Alors, l'Eldorado, on leur en parlait en off exactement. Et certaines personnes qui nous écoutent vont peut-être me dire le contraire ou diront le contraire, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup des Eldorado. Le marché s'est considérablement uniformisé, donc tout ce qui est Union européenne. Donc les modèles sont similaires un peu partout. Hein, on voit en Espagne, on configure des BMW déjà avec les sièges chauffants parce qu'on sait que ça peut aller en Allemagne, des choses comme ça. Ouais, c'est dingue. Donc ça s'est uniformisé, et surtout l'aspect le plus déterminant, je dirais, c'est la professionnalisation des acteurs. Donc que ce soit les constructeurs, les groupes de concessionnaires, les loueurs et ainsi de suite. Moi, j'ai connu des périodes où Noël arrivait subitement le 25 décembre, et le 4 décembre, on dit « Oh, j'ai encore 800 voitures sur le parc, qu'est-ce que j'en fais ?» Hop, on coupait les marges et ça sortait. Maintenant, c'est terminé. Moi, je ne connais plus aucun constructeur qui le fait. Donc, c'est devenu plus difficile de faire des coups comme ça avec des marges exceptionnelles. C'est devenu très, très, très rare. Mais ça renforce encore plus ton métier. C'est la science de la veille, de ce que tu vas faire, qui va faire que toi, tu vas pouvoir te concentrer. Parce que comme tu dis, avant, il y avait des périodes. Et il fallait juste être à l'écoute à un moment où tu le savais dans le calendrier, on l'a tous connu, on l'a tous suivi. Et tu disais, tiens, les ventes strat, les machins, les bidules, tiens, allez, c'est bon, on y va. Allez, on abonde et puis on réserve pour 3 mois, 4 mois, on a du stock, on prévoit, on est trucs. Maintenant, toi, ton métier, ça va être de faire cette veille européenne pour affiner la strate d'approvisionnement et avoir une continuité dans les achats dans l'année, quoi. Ouais, la continuité, c'est exactement le mot. Hein, c'est-à-dire qu'on est plus maintenant sur des flux réguliers parce que les constructeurs sont plus prévenants, il y a plus de planification. Donc, on n'a plus des sautes, des sautes d'humeur, on va dire, entre guillemets, des personnes qui disent « Ah, ça y est, il faut que je lâche, je ne sais pas où, tant et tant de véhicules ». Ça existe encore, il ne faut pas généraliser non plus, mais c'est devenu quand même beaucoup plus rare. Donc, on est sur de la continuité, et mon métier, c'est plus d'être à l'écoute des fournisseurs, d'anticiper les volumes, de savoir un petit peu comment orienter les flux et tout ça, et d'en faire profiter du coup les distributeurs avec lesquels je travaille. Bien sûr, bien sûr. Donc toi, qu'est-ce que tu observes? Je regarde, je prends mes petites notes. Donc toi, aujourd'hui, dans ce que tu peux voir par rapport à, donc on parle de cette continuité, de cette structuration du marché européen, tu constates par exemple que les prix baissent partout aujourd'hui, des VO? Les prix de vente partout, ouais. Et tu penses que c'est une tendance qui va s'accentuer ou il va y avoir un palier? Parce que les VO, on parlait, parce qu'il faut aussi expliquer, certains du métier vont dire ah, vous êtes gentils, mais les VO de 2019 ne sont pas les VO d'aujourd'hui, hein, ne serait-ce qu'en termes de techno, de valeur, etc. Donc, tu penses que ça va continuer un peu à baisser, la tendance va s'accentuer ou on n'est pas loin de la fin quand même de la baisse? Moi, je pense qu'on s'approche quand même de la fin de la baisse, même si on n'est pas encore sur les niveaux qu'on a eu avant crise, qui étaient complètement fous, que ce soit en VN aussi ou en VO, hein, les deux sont combinés. On va quand même observer une baisse des prix, sauf peut-être sur le diesel encore où la baisse forcément va être moindre, mais on s'approche quand même des niveaux, on va dire planchers, en dessous desquels ça ne va pas beaucoup bouger. Enfin, c'est mon opinion et c'est ce que j'observe un petit peu. Je travaille aussi pas mal de 0 km, des choses comme ça. Et là, on arrive à des niveaux de remise où on sait que le constructeur a plus beaucoup de barrières. Donc, quand on arrive à certains niveaux de remise, on sait que on peut y aller parce que ça ne va pas beaucoup baisser. Et du coup, on est sur une tendance qui est encore en baisse, mais où la baisse est vraiment, on va dire, moins accentuée. Ok. Toi, est-ce que tu observes aussi, ne serait-ce que toi dans ton approvisionnement,
et dans ta stratégie de sélection des véhicules, un vieillissement du coup des besoins d'achat des distributeurs, c'est-à-dire des véhicules de plus en plus vieux, de plus en plus kilométrés? Parce que nous, en France, c'est un vrai bouleversement. Ouais. Moi, j'ai eu il n'y a pas longtemps une discussion avec le top 3, la distribution automobile, sur leur partie remarketing. Et quand je vois qu'on parle de plus de 6 ans, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais les gars, mais on parlait de ça en 2014, il y a 10 ans, et vous disiez qu'on était un peu excentrique dans notre approche du marché VO. J'ai vu les chiffres il n'y a pas très longtemps aussi, justement, sur le vieillissement du parc français, et ça m'avait vraiment, on va dire, presque choqué de voir à quel niveau on était. Mais c'est un phénomène qui s'accentue en Allemagne aussi, par exemple. Ok. Le vieillissement du parc automobile en Allemagne et s'accentue de manière considérable. On est maintenant aussi on n'est pas au niveau du marché français, mais on est à 3-4 ans près, on est à peu près au même niveau. Donc on voit aussi qu'il y a un vieillissement du parc allemand, un phénomène qui, moi ça fait 20 ans que je suis en Allemagne, donc c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment sauté aux yeux et qui ces dernières années commence à s'accentuer de manière considérable, et on voit aussi un peu où le marché va, et pour moi, ça pose plusieurs questions, justement. Le pouvoir d'achat des clients, que ce soit en France ou en Allemagne, diminue. Donc, c'est pas qu'il diminue de manière globale, mais pour l'automobile, on voit que les gens ont quand même de plus en plus de mal à débourser des paniers à 30 000 euros, comme c'était le cas en Allemagne. Il faut savoir que le prix d'achat d'un véhicule moyen en Allemagne était il y a quelques années à 27 000 euros, je crois. Il était 26 000, 27 000 euros. C'est considérable comparé au marché français, par exemple. Oui, parce que la part de l'auto en fait diminue, en fait. C'est ça qu'il dit. Voilà, la part du budget auto diminue, quoi. Voilà. Mais est-ce qu'on a aussi le sentiment, c'est ce qu'on note en France, mais que le coût de la réparation et donc du rallongement de vie finalement du véhicule, lui, augmente? Parce que du coup, ça intervient dans la gestion d'un budget global sur une mobilité, quoi. Bien sûr, le budget global pour les réparations augmente. Après, il y a eu des choses qui sont apparues il y a quelques années qui ont peut-être aussi rassuré les clients. C'est notamment les contrats de service. Maintenant, on a des contrats de service à 5 ans qui sont des fois, selon certaines marques et certaines actions, rallongeables. Donc, on peut avoir des contrats de service qui s'allongent. Et du coup, acheter un véhicule qui a 5-6 ans pour un client, c'est moins, on va dire, c'est moins source de soucis ou de scepticisme que c'était le cas avant. On a des véhicules qui sont quand même mieux entretenus, et du coup, ça vaut beaucoup plus le coup pour certains clients d'acheter des véhicules plus âgés. Non, c'est sûr, stratégiquement, de toute façon, c'est vraiment une bascule et c'est vraiment un indicateur qu'on observe et qui a tendance à s'accentuer. Mais ça veut dire que même toi, dans ta stratégie, dans les besoins que tu as identifiés de tes clients, c'est aussi chez toi une tendance de stratégie dans les véhicules que tu proposes? Alors, moi, non, en particulier non, parce que moi, je travaille vraiment, on va dire, les véhicules récents. Ouais, les 0 km et les véhicules très récents. Voilà, parce que quand tu travailles des véhicules plus âgés, il y a quand même d'autres choses à mettre en place. Oui, puis la source n'est pas la même. Elle est plus complexe. C'est pas la même. Ça m'arrive de le faire, il n'y a pas de problème là-dessus. Quand on a des sources qui sont fiables, et avec lesquelles dont on connaît aussi les process de remise en état et ainsi de suite, il n'y a aucun problème. On l'a fait d'ailleurs dans les périodes un peu difficiles 2022-2023. On a dû s'adapter, forcément. Du 0 km, il n'y en avait plus, donc on s'est adapté aussi. Mais voilà, ce n'est pas mon cœur de métier, mais c'est des choses qui vont prendre encore de l'importance dans les années à venir, je pense. On partage. Dernier point, parce qu'on arrive déjà sur la fin de notre live. J'aimerais savoir si, de ton œil d'observateur, c'est encore une fois sur ce marché européen, tu as pu identifier un modèle de distribution automobile d'occasion qui, pour toi, sort du lot et pourrait devenir une tendance ou quelque chose, ou alors pas du tout, tu dis au contraire, ça va rester ou le modèle ne va pas tant évoluer que cela. Quel est ton point de vue là-dessus?
Alors hier, je me suis un peu posé la question en voyant ton draft. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à cette question? Et en fait, là aussi, c'est assez uniformisé. Donc, les concessionnaires de marque ont des labels de véhicules d'occasion avec des normes et des critères de remise en état bien spécifiques. Les systèmes d'enchères existent aussi bien en Allemagne qu'en France, par exemple. Il y a un modèle qui se développe pas mal en Allemagne, c'est le modèle de labo, abonnement. Donc, La Belgique aussi a fait ça beaucoup sur les modèles chers, les modèles premium. Il y avait les modèles d'abonnement. Ouais. Voilà, donc ils le font sur des véhicules neufs. Donc il y a Volvo, par exemple, qui a beaucoup communiqué là-dessus en Allemagne, et Porsche aussi, d'ailleurs. On va prendre l'exemple de Porsche, parce que c'est assez sexy quand même. Donc tu payais un certain montant par mois, et tu pouvais tous les 3 mois changer de Porsche. Donc tu pouvais prendre une 911, une Cayenne, et des choses comme ça. Donc c'est des trucs qui sont sympas. Mais pour en revenir à des niveaux un peu plus, on va dire, réalistes, ils le font aussi sur du véhicule d'occasion. Donc il y a pas mal d'entreprises qui d'ailleurs cherchent à se développer en France, d'après ce que j'ai entendu, qui proposent des formules d'abo, donc d'abonnement, c'est ça, pour des véhicules d'occasion. C'est-à-dire, le concept est simple, le concessionnaire a 50 véhicules sur parc, il en propose 10 en abonnement. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur le parc et d'avoir une durée de rotation classique, ils vont les mettre en abonnement. Donc, le client va s'abonner à un véhicule d'occasion et le rouler. Donc, la dépréciation va se mettre en place et ainsi de suite. Ça va permettre au concessionnaire de faire rouler une partie de son parc d'occasion. Donc, c'est des choses assez intéressantes qui se développent en Allemagne. Je ne sais pas si c'est le cas encore en France. Mais je sais qu'il existe des formules d'abonnement mais c'est une sorte de mini leasing en réalité, tu sais. Ouais, c'est du leasing, ce serait de la location moyenne durée, tu vois, dans l'esprit. Voilà, c'est l'occasion. La seule différence avec le leasing classique, même si c'est un mini leasing, c'est que c'est donc où tu payes un forfait et tu peux changer de véhicule régulièrement. C'est un peu plus dynamique, on va dire. Mais au niveau du principe, au niveau du financement et tout ça, c'est similaire au leasing. Mais c'est une formule qui s'était considérablement développée juste avant la crise du Covid, parce qu'on avait des stocks de VO énormes sur certains sites. Donc, ça permettait de le faire rouler en attendant. Ça s'est freiné forcément avec le Covid parce qu'il n'y avait plus assez de volume. Et là, ça reprend. Et je pense qu'en Allemagne, c'est une formule qui va se développer. À voir jusqu'où ça ira. Ok, très intéressant. Mais à surveiller, parce que oui, je pense qu'il y a différentes possibilités en France et je pense volonté de percer. Mais je ne suis pas sûr encore que ce soit très visible encore par chez nous. Donc, à suivre avec attention. Ben, écoute, Vincent, il est temps de te remercier. Merci pour le temps que tu nous as consacré et ce super live. On a vraiment passé un bon moment. Je le vois marqué dans le chat. J'aime bien voir ça. C'est sympa. Thibaut, oui. Merci pour ton accompagnement, cher ami. À tous ceux qui nous voient en live, eh bien, merci pour également votre présence et votre intérêt. N'hésitez pas à regarder, il y a le club Univers VO qui aura lieu le 13 juin. Si jamais certains d'entre vous, il reste encore quelques places, je crois. On est quasiment plein, mais si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site universvo.com. Il y a également les dates d'Équipe Auto On Tour et de la présence du village Univers VO. Tu me dis si je dis des bêtises, mais la prochaine date, Thibaut, c'est Montpellier le 8 juin. Le 9. Le 9 juin, parfait. Donc le 9 juin à Montpellier. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site universvo.com, sur la page du village Univers VO si vous voulez vous inscrire ou aller directement sur équipeauto-on-tour.com. N'hésitez pas. Et il nous reste à nous dire à très bientôt. Et au plaisir. Et Vincent, on compte sur ta parole. Tu seras là pour le prochain club ? Je vais essayer. Je vais faire le maximum. Bon, du coup, voilà, tu connais de toute façon la stratégie, tu sais qu'en interne, on te relancera là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Et encore une fois, merci à tous. Et merci Vincent, merci Julien. Au revoir. Ciao tout le monde. Bye. À très bientôt. Au revoir.